Plusieurs expériences comparées à l'échelle internationale montrent que les pays qui ont échoué à mener des réformes économiques et sociales sont ceux qui les ont implémentées de manière purement technique. C'est le cas notamment des pays de la zone MENA qui ont globalement échoué dans la mise en œuvre des réformes structurelles. En revanche, ceux qui ont réussi ont pris en considération leur environnement politico-institutionnel, mais aussi en considération les modalités de mise en œuvre des réformes. C'est en particulier le cas du Chili dans sa réforme de libéralisation commerciale et financière et de la Turquie dans ses réformes bancaires et financières. L'objet de l'économie politique des réformes est d'intégrer ces facteurs politico-institutionnels. On entend par économie politique des réformes toutes les interactions entre des intervenants politiques, économiques et institutionnels en relation avec l'objet d'une politique de réforme, des intérêts en jeu par rapport à cette politique, des décisions qui en découlent ainsi que des conditions de sa mise en œuvre. Cette approche permet de répondre à une série de questions. Pourquoi de bonnes réformes ne sont-elles pas mises en œuvre? 5 facteurs principaux entrent en jeu: l'incertitude, les groupes d'intérêt, les capacités politiques et institutionnelles, la polarisation et la fragmentation politique et sociétale, et le pouvoir de décision de l'État. Comment surmonter les réticences aux réformes? Par les stratégies de compensation des perdants aux réformes, la cohérence temporelle et la complémentarité des réformes, les déclencheurs internes et les inducteurs externes du cycle des réformes, l'ordonnancement des réformes, gradualisme ou Big Bang. Comment concevoir les réformes? Il faut d'abord commencer par réformer les réformateurs en tenant donc compte des aspects politiques et institutionnels. Il faut ensuite préciser les modalités opérationnelles et enfin optimiser les modalités de financement. Quels enseignements d'économie politique pour le mode d'emploi des réformes en Tunisie? Du point de vue des expériences internationales comparées, les bonnes pratiques internationales suggèrent la priorisation des questions de financement de la croissance comme préalable à toute stratégie de réforme structurelle. Par conséquent, le paquet des réformes imminentes concerne l'assainissement des secteurs bancaires et financiers et la libéralisation externe. Pour l'assainissement du secteur bancaire et financier, une stratégie Big Bang est préférable. Dans le cadre de cette stratégie, un ordonnancement cohérent des réformes suppose d'abord une réforme du régime des faillites et une levée des obstacles à l'accès au financement. Ensuite, une gestion des créances compromises et la mise en place d'un mécanisme de résolution séparé par secteur. Enfin, une réforme des marchés financiers. En outre, la capacité des réformateurs doit être améliorée en matière de gestion des risques systémiques du système financier et par la mise en place d'une agence de gouvernance de la stabilité financière. Pour la libéralisation externe, une stratégie d'ordonnancement graduel consisterait en particulier, dans une première étape, d'accélérer le rythme de libéralisation du compte de capital en privilégiant en priorité les flux de capitaux à moyen et long terme et en particulier les investissements directs étrangers effectués par les non-résidents en Tunisie dans les secteurs non financiers, les emprunts à long terme contractés à l'étranger par les sociétés cotées en Tunisie et les souscriptions par les non-résidents au titre d'État libellés en dinars. Dans une deuxième étape, de libéraliser des investissements directs des Tunisiens à l'étranger, d'accélérer les négociations internationales en matière de libéralisation des services financiers, d'accroître le rythme de libéralisation des investissements directs étrangers effectués par les non-résidents en Tunisie dans les secteurs financiers, d'autoriser les investissements de portefeuille en Tunisie, limités aux investisseurs institutionnels étrangers et selon les modalités inscrites au Code des prestations des services financiers aux non-résidents, et d'assouplir les modalités d'investissement de portefeuille par les non-résidents dans les titres de créances tunisiens. Pour les autres réformes structurelles à entamer, on peut citer le développement du secteur privé et l'amélioration du climat des affaires, par la levée des obstacles à la liberté économique et l'assouplissement des pratiques de marché, l'application effective du nouveau code d'investissement, l'accélération de la mise en place du dispositif de partenariat public-privé, une réglementation efficiente en matière de passation des marchés publics, le développement de l'entrepreneuriat, la culture des entreprises et leur compétitivité, les orientations sectorielles favorisant l'emploi productif et réduisant les rigidités du marché du travail, la réforme fiscale pour une meilleure efficience des finances publiques, la libéralisation commerciale pour une meilleure intégration de la Tunisie dans les échanges internationaux et une meilleure compétitivité, la promotion de l'économie du savoir et de la connaissance, et la décentralisation. L'ordonnancement de ces mesures reste à déterminer. Parallèlement, des stratégies de compensation doivent être envisagées pour atténuer le rôle discriminant du dispositif des transferts sociaux par un meilleur ciblage des subventions associées à des filets sociaux de sécurité. Quel financement des réformes? Il est avant tout nécessaire de faire évoluer les critères traditionnels de conditionnalité
en cas de financement par les instances multilatérales vers une conditionnalité de résultats et de performance pour les pays bénéficiaires. Le financement international doit plus reposer sur l'appropriation effective des réformes plutôt que sur leur aspect technique. La programmation budgétaire des réformes doit de plus en plus tenir compte des coûts liés à l'implémentation des réformes. Le financement participatif peut paraître comme une nouvelle voie en Tunisie pour l'appropriation des réformes. À titre d'exemple, on peut citer des obligations convertibles contingentes qui permettraient de mobiliser les fonds nécessaires pour alléger le coût des opérations de recapitalisation des banques publiques, ou des obligations diaspora qui sont des instruments de financement des réformes actuellement expérimentées par des pays comparateurs et émergents.